Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette édition spéciale du Bitcoin sur le podcast Cardano français. J'ai avec moi mon maximaliste préféré, Maciek Sepnik. Comment ça va, Maciek? Ça va super bien, Quentin. Merci. Ça fait plaisir d'être là de la deuxième fois. Ben oui, et merci d'être revenu. Alors, c'est toujours un plaisir. Et pour la petite histoire, ça fait presque plus d'une semaine qu'on essaie de se voir et de faire un podcast ensemble. Mais c'est Maciek qui a choisi la journée du mercredi 16 décembre où le Bitcoin est arrivé à 21 000 dollars. Alors, c'était la meilleure journée que tu as pu choisir. Est-ce que tu avais déjà, est-ce que tu avais un feeling que ça allait dépasser le 20 000 ou non, pas vraiment? En fait, cette intuition me vient du fait que je suis un maximaliste Bitcoin, tu vois. Donc, j'ai vraiment senti que c'était la journée parfaite pour faire le podcast. Puis, j'ai eu raison. Donc, très content que ça soit arrivé. Effectivement, effectivement. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas Bitcoin versus Cardano, ce ne sera pas Cardano ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on focus sur l'éducation du Bitcoin et avec Maciek, c'est vraiment la meilleure personne. Maciek, Verify, tout ce que vous faites, c'est super intéressant. Et ben, pour commencer, dans le fond, fais-nous une brève introduction de toi. Oui, super. Donc, moi, je m'appelle Maciek Sepnik, j'ai 24 ans. Je suis vraiment un fan de Bitcoin depuis environ 2015, quand j'ai commencé à m'intéresser plus à l'investissement. Et en rentrant un peu en investissement tranquillement, j'ai vraiment compris que c'était vraiment ça qui me passionnait parce que ça rejoignait plein d'autres sujets qui sont vraiment au cœur de mes valeurs, donc du type de liberté ou peu importe. Et c'est ce qui m'a mené un peu à une carrière entrepreneuriale axée sur le Bitcoin avec mes partenaires pour l'instant. Donc, dans le passé, on a fait une entreprise de mining, mais en ce moment, depuis 2019, on arrive bientôt à notre deuxième anniversaire. On est complètement dédié à temps plein à Verify. Et Verify, c'est une compagnie, un échange canadien qui est à livraison immédiate. Donc, les bitcoins arrivent directement dans votre portefeuille. Et on offre aussi des services de sécurisation avancés. Et moi, mon rôle au sein de cette entreprise-là, c'est vraiment le marketing, la relation avec la clientèle, le développement d'affaires, donc tout ce qui est un peu plus le côté humain et vraiment communication, comprendre c'est quoi les problèmes des gens quand ils utilisent le Bitcoin, comment on peut les régler. Donc, c'est un peu ça, euh, c'est un peu ça ma présentation sur moi. Ouais. Ben, c'est bon. Et donc, dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui, je veux vraiment qu'on passe en revue un petit peu toutes les personnalités qu'on peut voir et je veux que les auditeurs ont une bonne expérience de ce que c'est Bitcoin et évoluent un petit peu avec nous. Alors, on va faire ça, c'est sûr, on ne prendra pas 2 heures pour faire ça, mais je veux qu'on parle des personnes qui sont néophytes ou qui ont déjà entendu parler du Bitcoin et aller vers ceux qui ont beaucoup plus d'expertise en finance, par exemple les analystes financiers dans les compagnies d'investissement. Pourquoi ce serait important pour eux de avoir une exposition du Bitcoin pour leurs clients? Alors, la première question, la question la plus simple et compliquée en même temps, c'est quoi le Bitcoin? Tu as tout à fait raison de le présenter sous cette forme-ci. C'est la question la plus simple et la plus compliquée en même temps. Le Bitcoin, la façon qui est perçue en ce moment, c'est vraiment comme quelque chose qui est évalué au dollar américain, au dollar, au euro, au dollar canadien. Et donc, le monde le voit vraiment comme une espèce de graphique qui saute beaucoup. Et aujourd'hui, on assiste justement au fait qu'il a traversé le all-time high. Fait que le monde le perçoit vraiment comme une espèce d'actif un peu similaire à la bourse qui permet de faire de l'argent. Mais en fait, Bitcoin, c'est bien plus que ça. C'est non seulement un actif monétaire en soi, mais c'est aussi un réseau d'ordinateurs qui, justement, font vivre cet actif monétaire par-dessus le système informatique. Donc, Bitcoin, vraiment, c'est vraiment un ensemble de règles sur lesquelles les parties qui adhèrent à ce système-là, ils s'entendent qu'ils vont fonctionner avec ces règles-là. Et les règles les plus connues qu'on va connaître, par exemple, c'est le fait qu'il va y avoir seulement 21 millions de Bitcoin. Donc, cet actif digital qui existe sur le réseau du Bitcoin est gouverné par des règles, et ce qui fait que le monde puisse transiger avec lui et qu'il y a de plus en plus de personnes s'entendent sur c'est quoi, c'est le fait vraiment qu'ils puissent communiquer ensemble.
Et pour moi, vraiment, le Bitcoin, c'est un nouveau or digital. Donc, pour la première fois de l'histoire, on a réussi à créer une rareté numérique, donc quelque chose qui était absolument impossible à reproduire dans le passé. Et, et vu que c'est une rareté digitale qui est prouvable mathématiquement et cryptographiquement, le monde converge vers le Bitcoin en tant que nouvel actif monétaire. Et fait que le plus simple que je pourrais l'expliquer, c'est de l'or digital. C'est bon. Mais à ce moment-là, mettons pour une personne, encore une fois, un peu néophyte ou qui veut ou qui ne comprend pas ce que ça peut lui apporter, à quoi, ben, c'est ça, est-ce que tu as une idée, mettons, une personne qui te demanderait à quoi peut servir Bitcoin dans la vie de tous les jours? Parce qu'encore une fois, souvent, on le compare à de l'argent ou à une devise. Fait que, mettons, quelqu'un qui te demanderait, dans la vie de tous les jours, ça peut me servir à quoi? Tu lui remontrerais quoi? Je trouve que dans la vie de tous les jours, d'un point de vue quotidien, c'est difficile de trouver des usages du Bitcoin aussi facilement parce que justement, le Bitcoin a été présenté faussement, je crois, comme un moyen de paiement. Alors que dans la vie, du moins dans les sociétés plus industrialisées, les modes de paiement en soi, c'est pas des problèmes. Si vous allez au dépanneur, si vous allez au magasin, à l'épicerie, vous sortez votre carte PayPal, vous payez, par exemple, vous faites juste taper avec votre carte et ça va marcher. Il n'y a pas de problème. Le règlement de l'argent se fait automatiquement. Merci, bonsoir, vous sortez avec vos biens. Donc, le Bitcoin a été faussement présenté comme quelque chose qui devait servir justement dans la vie de tous les jours, alors que son existence s'est prouvé à être complètement autre chose et c'est celui d'être un argent que, dans le fond, une réserve de valeur. Donc, quand on parle de réserve de valeur, ben, c'est qu'on la réserve, on ne l'utilise pas à tous les jours. Donc, Mhm. au contraire, le Bitcoin, ça ne sert pas dans la vie de tous les jours au sens que tu l'utilises quotidiennement, mais ça sert à quotidiennement préserver ta valeur pour le long terme, le jour où tu en auras besoin ou tu as des projets futurs sur lesquels tu voudrais débourser des bitcoins. Donc, c'est des fois, c'est comme à quoi peut me servir le bitcoin dans la vie de tous les jours? Ben justement, il n'est pas supposé de servir quotidiennement, il est supposé être conservé pour le long terme. Exactement. Et ça m'amène justement, c'est un bon tremplin vers la prochaine question. C'est que pourquoi accumuler à ce moment-là des bitcoins au lieu d'accumuler des dollars ou une autre devise, de l'euro, des yens? Mhm. Donc, c'est sûr, on pourrait rentrer vraiment dans l'histoire monétaire, la découverte de l'or, par exemple, parmi les êtres humains. Ce qu'on a observé dans le passé, c'est qu'on a vu qu'il y a beaucoup de civilisations à travers le temps, puis à travers les continents, qui ont naturellement convergé vers l'or comme moyen de préserver leur valeur comme une forme d'argent. Et ça, c'est pas dû au hasard, c'est vraiment dû aux propriétés physiques de l'or en tant que tel qui permettaient l'adoption de ce métal-là comme argent. C'est quoi Mhm. les propriétés qu'on va rechercher dans un argent, normalement dans une société? Il y en a plusieurs. Il y a la divisibilité, donc ça doit être facile de converger avec l'or, avec un argent pour pouvoir le diviser. Mhm. Un autre truc, c'est la préservation à travers le temps. Donc, il ne faut pas que ton argent pourrisse. Donc, il y a certaines civilisations, par exemple, qui utilisaient des fruits ou du cacao, peu importe l'élément comestible qu'ils utilisaient comme forme de monnaie, ben, ça pourrissait, ben, ça ne préservait pas sa valeur. Mhm. Un autre truc était la rareté. Donc, ça, c'est un point très important. C'est que ça doit être difficile de sortir un certain bien pour qu'il devienne un bien monétaire. Donc, tout le monde sait que, par exemple, de l'or, il faut travailler très fort pour aller chercher dans la terre. Et donc, toutes ces propriétés, puis il y en a d'autres, ont fait en sorte que le monde a adopté naturellement l'or comme un moyen de paiement. Et le Bitcoin, c'est un peu ce nouvel or parce que non seulement il répond à toutes les propriétés que l'or répondait dans le passé, mais en plus de ça, il répond à certaines propriétés encore mieux. Donc, imaginez-vous qu'en ce moment, si vous allez au magasin, vous voulez payer quelque chose avec de l'or, ben, ça va être très difficile de payer pour un petit montant, puis
puis c'est très difficile de, par exemple, juste gratter un peu d'or pour payer votre pomme que vous allez payer au supermarché. Donc, alors que, par exemple, le Bitcoin, il y en a seulement 21 millions, donc ça répond à la question de la rareté. Mais le Bitcoin est aussi divisible jusqu'à un 100 millionième de partie. Donc, c'est facile de le diviser, donc il fait mieux ce rôle-là que l'or. Un autre rôle qui joue encore mieux, c'est aussi la vérifiabilité. Le fait que tu puisses vérifier, dans le fond, que ton argent est réel. Donc, quand vous recevez de l'argent, que ce soit $1 ou quelque chose, il y a certaines mesures qui sont mises en place, des hologrammes, une forme d'encre ou peu importe, qui va faire en sorte que vous pouvez relativement facilement vérifier ou sentir que c'est un vrai dollar ou non. Euh, mais comme vous savez, il y a beaucoup d'argent qui se fait de manière fausse, donc les dollars répondent mal à cette propriété. Et l'or aussi, c'est très difficile de vérifier que quand tu te fais payer avec de l'or, c'est réellement de l'or parce que ça peut être mélangé avec d'autres métaux, ça peut être, peu importe, ça peut être peinturé en doré, mais ça peut être complètement autre chose. Donc, le Bitcoin aussi est meilleur de ce point de vue-ci en tant que argent parce que c'est très facile de vérifier euh, que du Bitcoin et du Bitcoin, que vous recevez 10 dollars en valeur en Bitcoin ou que vous recevez 1 million en valeur de Bitcoin parce que c'est du texte digital, donc c'est bien plus facile à détecter. Donc, grosso modo, pourquoi accumuler des Bitcoins et non des dollars ou d'autres devises? Ben, tout simplement parce que c'est la meilleure forme d'argent qui a jamais existé durant l'humanité et le monde va tranquillement le découvrir, euh, qu'ils le veulent ou non, disons. Oui, puis en plus de ça, c'est qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus digital, numérique. Donc, des actifs, on a déjà des exemples un petit peu d'actifs qui sont numériques, comme des actions ou comme des fonds d'investissement et tout ça. Et donc, finalement, Bitcoin devient un actif numérique, mais qui se rapproche beaucoup plus de l'or que d'une action ou d'un fonds d'investissement ou d'un portfolio comme on les connaît actuellement. Et l'autre élément dont on n'a pas parlé, c'est que accumuler des devises, tout est une question d'offre et de l'offre et la demande. Et ça, je pense que tu peux l'expliquer mieux que moi, mais accumuler des dollars que le gouvernement peut imprimer de plus en plus et entre conserver des dollars avec une inflation puis des bitcoins dont la quantité ne bouge pas, ben, il y a beaucoup plus de valeur où il y a beaucoup plus d'intérêt de garder des bitcoins plutôt que des dollars. Absolument. C'est vraiment le Bitcoin, si vous détenez du Bitcoin, sachant qu'il va seulement en avoir 21 millions qui vont être produits dans le système, ben, en détenant par exemple un Bitcoin, vous êtes absolument certain de la proportion que votre Bitcoin, que votre avoir représente par rapport à l'offre totale de ce bien-là dans le système en question. Mais c'est absolument impossible de vérifier combien euh, de valeur canadien ou de euros ou peu importe est comparable à quelle offre de dollars qui est continuellement imprimée, qui est continuellement créée de manière supplémentaire par les banques au travers de la réserve fractionnelle. Donc, plein d'éléments qui font en sorte qu'on ne sait absolument pas et il n'y a aucun moyen de vérifier combien d'argent circule par l'économie, mais Mhm, c'est vraiment l'espèce de main visible du marché qui va finir par réguler les prix et qui mhm. fait que de manière inéluctable, les prix et l'inflation montent et ça, c'est juste quelque chose qui est inarrêtable. Donc, il y a aussi il y a aussi la possibilité d'une déflation, mais ça, c'est plus compliqué. Effectivement, Ouais. effectivement. Surtout avec un gouvernement et des institutions financières qui sont un petit peu accros aux à l'injection de nouvel argent qui est créé à partir de rien. Donc, c'est ça. Laisser ça dans leurs mains, c'est comme... en tout cas, je ne ferai pas de comparatif, mais comme on Ben, l'a c'est parce dit. que c'est facile d'acheter les votes puis la satisfaction du peuple Mhm, en imprimant de l'argent, sachant que c'est pas eux qui vont devoir payer
pour ces dettes-là qui sont créées. Puis la responsabilité, la seule chose qu'ils recherchent, c'est à se faire réélire à nouveau. Et pour faire cela, ben, ils vont compromettre l'avenir des personnes, l'avenir financier, l'avenir monétaire. Donc, je pense que parce qu'on a assumé dans le fond que les gouvernements, c'est eux qui impriment l'argent, c'est eux qui ont en charge l'offre de la devise, mais ça n'a pas toujours été comme ça. On a déjà vécu sous d'autres standards monétaires, que ce soit Mhm, le standard de l'or. Il y a même eu des monnaies privées dans le passé. mhm, Et c'est seulement maintenant qu'on a été conditionné, disons, depuis les 50 X dernières années, à tout simplement accepter sans broncher le fait que, bon, c'est le gouvernement qui imprime l'argent, c'est l'argent que tu dois utiliser par défaut ou si tu essaies d'utiliser quoi que ce soit d'autre, ben, t'es un criminel. Puis, mais comment ça, on est arrivé là, c'est une grosse question. Tu sais. exactement, exactement. Mais à ce moment-là, pourquoi, malgré que le Bitcoin existe depuis 11 ans maintenant, pourquoi les banques, les médias, le gouvernement sont encore si méfiants du Bitcoin selon toi? Euh, ben, c'est sûr que il y a certaines banques, par exemple, aux États-Unis, JP Morgan, puis tout ça, qui commencent vraiment à changer leur position rapidement par rapport au Bitcoin. Parce qu'évidemment, ils ne veulent pas manquer le bateau. Ils ont déjà beaucoup de pouvoir en place. Donc, pour eux, offrir un service de plus ou de moins avec la base, la clientèle de base qu'ils ont déjà, c'est quelque chose qui ne se discute pas à un certain point à partir du moment qu'ils ont vu que, bon, ça fait 10 ans, 11 ans que le Bitcoin existe. Fait que je pense que les banques sont tranquillement en train de peut-être y penser d'une manière différente. Euh, des banques américaines, parce que les banques canadiennes, c'est une autre histoire. Les médias en soi, ben, les médias en soi, on vit dans une ère où tu vois, les médias vont avoir extrêmement de pouvoir sur la pensée des gens, sur la façon qu'ils vont formuler la pensée collective un peu. Donc, pourquoi ils haïssent le Bitcoin plus que d'autres choses? Ben, tout simplement parce que c'est quelque chose de nouveau qui peut, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils aiment sortir un headline. Bitcoin est mort encore une fois. D'ailleurs, il y a un site qui répertorie d'ailleurs toutes les grosses nouvelles de première page de gros journaux, de gros médias. Et ça répertorie à chaque fois qu'il y a un média qui disait Bitcoin is dead. Puis on est rendu à comme 500 fois. Tu comprends? Fait que, Mhm. les médias, ils sont là pour vendre la sensation et des views, des vues. Donc, est-ce qu'ils haïssent vraiment le Bitcoin ou non? Je ne sais pas. Puis bon, le gouvernement canadien, pourquoi il est méfiant par rapport au Bitcoin? Ben, tout simplement parce que ça peut un peu euh, ça peut compétitionner avec leur propre offre, qui est celui d'offrir le service de créer de l'argent pour 35 millions de personnes, mais aussi parce que le Bitcoin, c'est le parfait bouc émissaire pour blâmer le fait que le monde blanchisse de l'argent, investissement terroriste, alors qu'on sait qu'en réalité, c'est qui blanchit vraiment l'argent? C'est les grosses banques. Et donc, le Bitcoin, c'est le parfait bouc émissaire pour dire, bon, les Bitcoiners, ils cachent leur argent dans l'argent digital, c'est de leur faute, on va les réguler, mais dans le back-office, il se passe autre chose. Donc, beaucoup de raisons pourquoi ils sont aussi méfiants, mais c'est aussi pour eux une arme politique un peu à utiliser pour blâmer des trucs, alors que c'est pas le cas. Oui, c'est ça. Et puis, c'est sûr que le Bitcoin est un des objectifs, je ne dirais pas que c'est l'objectif le plus important, mais un des objectifs du Bitcoin est vraiment d'avoir une indépendance financière et plus de transparence au niveau pas de nos finances, mais de notre argent finalement. Et avec le Bitcoin, ben, on est en mesure finalement de ne plus avoir besoin d'avoir de faire confiance à une institution bancaire. On peut être financièrement indépendant et pouvoir, même si tu mentionnes que le Bitcoin, c'est pas nécessairement ça n'a pas été fait pour dépenser à tous les jours, mais il reste que on peut acheter et faire des achats avec du Bitcoin sans passer par une institution financière.
Euh, et il y a deux éléments, parce que ça va nous amener justement à ce que vous faites chez Verify. Il y a deux éléments qui sont importants toujours au niveau du Bitcoin. C'est de développer ses connaissances et de sécuriser, dans le fond, ces Bitcoins, parce que comme je viens de le mentionner, les bitcoins, de manière générale, c'est qu'il faut être en mesure de les sécuriser parce que une des phrases qu'on entend souvent, c'est quand on a des bitcoins, on est notre propre banque. Et chez Verify, vous offrez ces deux sortes de services qui est vraiment le développement des connaissances et la sécurité des bitcoins. Mais avant tout, c'est quoi Verify? Oui, donc Verify, on a fondé ça en 2019 suite à notre aventure dans le mining. Donc, mining, c'est toute une autre histoire, mais ça concerne aussi le Bitcoin. Euh, et là, dans le fond, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on savait qu'on voulait rester dans le Bitcoin absolument parce que ça nous passionnait à un plus haut point. Donc, quand on a lancé Verify il y a 2 ans, on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire exactement. Donc, ce qu'on a fait naturellement, c'est on a vraiment commencé à approfondir nos connaissances à plusieurs niveaux, surtout du point de vue de la sécurité. Et on a commencé à vraiment euh, parler à du monde dans les meet-ups, à organiser des meet-ups, par exemple, avec le groupe Bitcoin Montréal, qui est un des meet-ups les plus anciens Bitcoin, même au monde, je pense. Mhm. Il y a 3000 membres, puis il y a vraiment eu beaucoup de- d'activités dans ça depuis 2013. Donc, naturellement, quand on a vraiment commencé à parler avec des gens, développer nos connaissances, présenter des nouvelles technologies ou présenter des techniques de sécurisation, naturellement, le monde nous a approchés et nous ont dit, ah, écoute, j'aurais besoin d'aide à sécuriser ci, à sécuriser X nombre de Bitcoin, puis je vois que vous connaissez bien votre sujet, est-ce que vous pourrez m'aider? Fait que là, on a vu qu'il y avait une demande par rapport à ça. Donc, on a vraiment développé une espèce d'offre de service, des kits de sécurité pour les personnes qui veulent pousser leur sécurité à un niveau plus avancé au niveau du Bitcoin. Fait que c'est sûr que ça concerne des personnes qui en ont une somme considérable, mais on offre aussi d'espèces d'aide de base pour n'importe qui veut commencer, euh, qui veut acheter du Bitcoin et le conserver de manière sécuritaire. Puis après, justement, le développement de notre service de sécurité, il est arrivé malheureusement le confinement. Donc, suite au confinement, vu qu'il y a beaucoup de clients qu'on trouvait justement face à face, qu'on rencontrait à travers les rencontres, on avait perdu un peu ce revenu-là en grosse partie. Mais ce qui était en train d'arriver justement durant la dernière année, c'est que le volume de Bitcoin, il continue à augmenter, le monde, il continue d'en accumuler. Donc, durant le confinement, on a aussi lancé une plateforme d'échange et acquis une licence de MSB, de Canafé, dans le fond, l'agence qui régit ça ici au Canada. Mhm. Et la façon que notre service est orienté d'un point de vue de l'échange, c'est que nous, on n'est pas un échange qui garde les bitcoins sur la plateforme. Puis ça, c'est important, surtout, j'imagine, pour les personnes qui écoutent pour la première fois, ça peut sembler très difficile à comprendre. C'est que le bitcoin, c'est un actif qui peut être préservé, certes, sur une plateforme centralisée qui va les garder pour toi, qui va agir un peu en tant qu'une banque, mais c'est possible aussi de le garder dans tes propres bains, comme toi t'as dit, euh, être sa propre banque. Puis c'est sûr que prendre cette étape supplémentaire de sécurité, ben, ça prend une connaissance minimale de base de fonctionnement du Bitcoin, puis comprendre le concept de ben, tes clés privées, ta liste de mots représente des Bitcoins, tu dois les garder de manière très précieuse. Donc, il y a une espèce de courbe d'apprentissage qui est relativement avancé pour le Bitcoin. Puis si tu apprends pas bien, ben, tu finis par perdre tes avoirs. Donc, c'est très important de s'y intéresser. Puis nous, justement, on essaie de joindre un peu les deux offres dans le sens que les personnes qui veulent acheter le Bitcoin pour la première fois, mais aussi ceux qui achètent pas pour la première fois, ils peuvent acheter sur notre plateforme, mais aussi nous appeler puis dire, OK, c'est la première fois que j'achète du Bitcoin, j'ai besoin d'aide un peu pour l'installation d'un portefeuille. Ben, on offre tout ce service au complet. Oui, c'est ça. Et même
pour les nouvelles personnes, dans le fond, qui découvrent le Bitcoin, ben, il faut savoir que les institutions financières, dans le futur, comme les institutions comme justement Banque Royale ou Desjardins, peu importe, dans le futur, vont offrir des produits financiers de crypto-monnaie. Mais il y a toujours des avantages et des inconvénients à recourir à ce genre d'institutions financières, tout comme PayPal qui a annoncé dernièrement qu'ils allaient permettre à leurs utilisateurs d'acheter des crypto-monnaies à partir de leur plateforme. Seulement, un inconvénient, c'est que vous ne serez pas capable, vous ne serez pas complètement en contrôle de ces bitcoins-là. Vous allez devoir les laisser sur la plateforme, les acheter et les vendre sur la plateforme, alors que chez vous, Verify, en plus de faire l'achat sur la plateforme, ben, vous faites également l'accompagnement et vous offrez également donc des services pour sécuriser. Et en termes de services pour sécuriser, euh, vous, vous avez la possibilité de configurer des nœuds Bitcoin. Fait que, pourquoi c'est important d'avoir un nœud Bitcoin et de participer au réseau Bitcoin? Mhm. Si tu me permets, juste parce que il y a une analogie qui m'est sortie dans la tête quand tu parlais par rapport à la question précédente, je voulais juste faire une petite comparaison rapide. Mhm. Vu que le Bitcoin est très comparable à de l'or, la façon que quelqu'un puisse imaginer le fait, la différence du moins entre tenir ses Bitcoins sur un échange par rapport à les tenir lui-même dans sa propre banque, ben, c'est que, par exemple, il y a des personnes, c'est possible d'investir dans de l'or à travers justement des services financiers qui va te dire tu détiens tant d'or, puis tu peux le vendre quand tu veux, mais tu n'as jamais touché à l'or en question parce qu'il est gardé justement dans une banque, puis c'est quelqu'un qui s'occupe de le garder. Mais il y a aussi des personnes qui décident de vraiment garder l'or chez eux parce qu'ils veulent y toucher, ils veulent savoir qu'il est là pour de vrai. Donc, c'est très comparable. Mais excuse-moi, mais je vais passer à ta question. Donc, toi, ta question, c'était le concept de nœud. Ça, je t'avoue que ça, on va une coche plus loin en question de sécurité et surtout d'indépendance et d'anonymat. Euh, Puis c'est Ça va avec pas toujours quelque le chose même, que... ça va avec toujours le même principe Mhm. d'être sa propre banque d'une certaine manière, là. Absolument. Donc, je vais encore faire des comparaisons avec l'or parce que souvent, c'est très comparable. Mhm. Euh, dans le fond, ce que c'est les nœuds, quand on dit que le Bitcoin est décentralisé, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Le, pour que quelque chose soit décentralisé, il faut que justement, il y ait une certaine distribution de la responsabilité ou d'une résilience qui est faite sur un réseau informatique qui fait en sorte qu'il n'y a pas de point de défaillance unique. Donc, si quelqu'un arrive, il ferme des serveurs particuliers. Tu ne veux pas que ton système au complet, il flanche et que tu ne sois plus obligé d'utiliser le Bitcoin. Donc, la façon que le Bitcoin répond à ce problème-là, c'est qu'il est l'historique du Bitcoin au grand complet est distribué à travers justement des nœuds qui sont en fait des serveurs Bitcoin dans lesquels il va avoir tout l'historique des transactions Bitcoin. Et ça, ce que ça permet de faire, c'est que ce nœud-là, il va reproduire l'historique du... Quand vous partez un nouveau nœud, il va reproduire l'historique à partir des nœuds qui réussissent à se connecter avec. Et c'est un peu comme un torrent. Donc, il va downloader l'histoire, puis il va vérifier lui-même, avec les règles du protocole, que ce nœud-là, que cet historique du Bitcoin est réellement véridique, qui a pas été, que c'est vraiment le Bitcoin en question. Et ça permet en fait qu'une fois que tu arrives à synchroniser le réseau, donc le blockchain du Bitcoin, jusqu'au dernier bloc, dans le fond, à tous les 10 minutes, il y en a un, ben, tu peux brancher ton portefeuille à ce nœud-là et être en mesure d'être complètement indépendant de n'importe quelle autre partie externe. Fait que quand on dit que le Bitcoin, c'est un réseau pair à pair, quand on dit pair, on ne parle pas de toi et moi en tant que tel. Euh, on parle vraiment des nœuds. Parce que c'est vraiment une communication qui est indépendante d'absolument personne, sauf ces deux entités-là. Et ce qui est beau dans le Bitcoin, c'est qu'un nœud, c'est très facile à rouler relativement euh, comme système informatique parce que c'est relativement pas lourd en termes d'espace que ça prend. Il n'y a pas trop de demandes au euh, La au bande niveau passante. informatique à ce niveau de la bande passante, etc. Donc,
ce que ça permet, c'est d'être complètement indépendant, mais je t'avoue que c'est pas fait pour tout le monde et c'est pas tout le monde nécessairement qui care, qui va se préoccuper d'être complètement indépendant parce que euh, la plupart des portefeuilles sont connectés au nœud de la compagnie qui va le produire. Mhm. Et il y a plein de personnes qui sont à l'aise avec le fait que justement leur portefeuille va être connecté à un nœud quelconque parce que bon, ça marche, puis ils n'ont pas de problème avec ça, tu sais. Fait que ça, c'est plus pour les personnes qui veulent vraiment passer à un niveau supérieur d'indépendance puis de souveraineté monétaire puis financière. Oui, mais encore une fois, c'est sûr qu'on est deux passionnés, puis on voit la beauté de Bitcoin et de son protocole et de comment ça fonctionne. Mais encore une fois, c'est la beauté de cette indépendance-là. Et encore une fois, comme tu l'as dit, pour les personnes que ça intéresse et qui trouvent ça important, ben c'est encore une fois d'avoir ce choix-là. Mhm. Pour tout autre actif financier, vous n'avez pas le choix que d'être lié à une institution financière, être lié à une compagnie. Au niveau de Bitcoin, vous avez la possibilité d'être complètement libre d'avoir chez vous un nœud et de ne pas utiliser justement un exchange ou quoi que ce soit. Vous avez votre portefeuille, vous le connectez à votre nœud et vous pouvez valider l'historique, vous assurer de lancer une transaction et que la transaction finalement parte sur le réseau et soit distribuée et soit envoyée et soit minée par la suite. Mhm. Et aussi, c'est très bien que tu as mentionné le fait que tu puisses envoyer tes propres transactions. Puis c'est déjà arrivé, par exemple, si quelqu'un veut utiliser un Ledger, donc Ledger, c'est comme un portefeuille relativement très populaire. Puis là, Ledger va être connecté, dans le fond, au serveur de la compagnie Ledger. Et des fois, ça arrive que les serveurs ils ont un problème. Ben, même si supposément tu peux être ta propre banque avec ton Bitcoin, ben, si tu n'arrives pas à envoyer ta transaction, vu que toutes tes transactions vont passer par le nœud les serveurs de Ledger, ben, ça revient un peu au même dans le sens que tu deviens dépendant de Ledger pour Mhm, utiliser le Bitcoin. C'est sûr que là, tu peux récupérer tes Bitcoins avec tes clés, etc. Mais c'est vraiment le but d'être indépendant, mais aussi de vérification. Parce que là, par exemple, si quelqu'un hackerait ton système ou il veut vraiment te viser puis te faire croire qu'il t'a envoyé des bitcoins, ben, il peut le faire de manière très facile relativement. Il suffit tu sais, peu importe la façon qu'il réussit à track puis t'afficher un écran dans le fond qui te dit que tu as reçu des bitcoins, ben, tu ne peux pas avoir de certitude réelle que tu l'as bien reçu si, si tu ne l'as pas vérifié à travers ton propre nœud. C'est sûr mhm. que là, on parle de cas extrêmes de quelqu'un qui voudrait vraiment te hacker toi en particulier. Euh, Puis c'est un peu, tantôt j'ai oublié de faire mon analogie avec l'or, c'est que si quelqu'un te paye 1 million de dollars en or, ben là, tu vas avoir comme plusieurs, disons, palettes et les outils pour vérifier l'authenticité de l'or. Ça Mhm, doit être des spectromètres, ça doit être des techniques avancées où tu vas vérifier la chimie pour s'assurer que c'est vraiment combien d'or, c'est la pureté de l'or de la barre en question. Donc, c'est mhm, des processus très coûteux, très spécialisés qui ne sont pas disponibles à toutes les personnes. Alors qu'un nœud, que tu vérifies 10 dollars en Bitcoin ou que tu vérifies 1 milliard, c'est instantané et les coûts sont absolument ridiculement bas. mhm. Donc, c'est un peu ça, la force du Bitcoin, c'est que tu peux toi-même vérifier l'authenticité de ton avoir. Exactement. Parce que, mettons, comme tu l'as dit, un pirate, lui, ne va pas attaquer le nœud ou ne va pas attaquer la blockchain Bitcoin, mais elle va bien attaquer le site web. Donc, elle va trouver une vulnérabilité euh, entre l'utilisateur et le Bitcoin, la blockchain Bitcoin, et c'est là qu'elle peut c'est là qu'elle peut faire des attaques et justement t'induire en erreur. Mais quand Mhm. tu vérifies directement avec ton nœud, ben, tu ne passes pas encore une fois par un intermédiaire, comme tu l'as dit, de Ledger et leur système pour valider que la transaction soit bien passée, là. Mhm. Vous avez également un service qui est très intéressant, le service de succession.
Donc, c'est quelque chose de très important parce qu'au niveau des bitcoins, si jamais je décède et que je n'ai pas de service de succession et que je ne m'en suis pas occupé, eh bien, encore une fois, tout ça peut être perdu pour ma famille. Comment ça fonctionne exactement, ce service-là? Oui, en fait, pour l'instant, c'est vraiment un service qui est basé sur de la consultation puis une présentation des espèces de tous les vecteurs d'attaque possibles qui pourraient arriver justement lors d'un décès ou d'une incapacitation. Mais tu vois, moi, je présume en tout cas que un des plus gros problèmes à régler dans le Bitcoin en ce moment, c'est vraiment le problème de succession, mais d'un point de vue technologique. Parce qu'en ce moment, il n'y a aucune technologie, aucun produit, service qui offre une espèce de garantie que toi, si tu décèdes ou qu'arrive de quoi, ben, tes Bitcoins arrivent à la bonne endroit. Et encore, c'est encore pire parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, certains hommes ou certaines personnes vont cacher, par exemple, le fait qu'ils ont acheté du Bitcoin à leur femme parce que là, ils trouvent que c'est un peu risqué, fait qu'ils veulent, tu, tu vois le genre d'histoire qui peut arriver. Donc, des personnes qui vont garder ça pour eux, qui vont pas informer leurs proches, qui vont pas expliquer comment ça marche. Puis là, quand il arrive de quoi, oui, il faut chercher des mots, mais je les cherche où? Est-ce que c'est une chasse au trésor, etc. Donc, nous, notre service de succession, c'est vraiment orienter la personne vers des bonnes pratiques pour s'assurer que s'il arrive de quoi, ben, effectivement, euh, que ce soit à travers d'une distribution de clés avec des multisignatures, avec une clé qui appartient à un avocat ou un notaire, avec une autre clé qui est dédiée à quelqu'un de plus proche. Euh, donc, toute cette espèce de chorégraphie de comment tes bitcoins vont être récupérés, mais s'assurer en même temps qu'un mauvais acteur, s'il ne tombe pas là-dessus avant que les fonds soient bien récupérés, ben, ils sont en mesure de le faire. Fait que pour l'instant, c'est vraiment une question de réflexion, puis de présentation de tous les vecteurs, puis d'une construction d'un plan personnalisé par rapport à ça. Mais moi, je suis vraiment curieux, puis justement, c'est quelque chose que je suis en train de penser, comment ce problème-là va être réglé dans le futur. Parce Mhm. que c'est possible d'ajouter des soi-disant covenants, ou en français, je ne sais pas c'est quoi le terme, mais des conditions à des bitcoins en particulier, comme par exemple des time locks. Mhm. Donc, des time locks, c'est tu ne peux pas dépenser des bitcoins à partir d'une certaine adresse, juste attends que le bloc X Mhm. arrive du Bitcoin. Donc, ça, c'est une covenant, ça, c'est une condition qui est appliquée par-dessus juste le fait de devoir signer une transaction. Une autre condition que tu peux rajouter, c'est par exemple euh, les transactions multisignatures. Donc, tu as besoin de multiples clés pour qu'une transaction soit autorisée, soit valide. Donc, je pense que la solution à ce problème-là particulier, va beaucoup se reposer sur un peu un mix une espèce d'orchestration de time lock, de multisignature, de conditions d'accès. Peu importe la façon que ça va se construire, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à régler là-dedans. Mais il y a aussi le service de succession qui est possible plus facilement si tes bitcoins, malheureusement, sont à la banque ou sont à travers d'un custodian. Ben là, c'est bien plus facile parce que là, bon, il y a un certificat de décès qui arrive, on relâche les coins, etc. Mais Mhm. c'est pour ça que quand vient le temps de garder tes bitcoins par toi-même, s'assurer de ce système de succession-là, ben, c'est très personnalisé. Fait que c'est vraiment plus de l'accompagnement, puis euh, ça s'intègre plus dans toute l'offre au complet d'un kit en particulier qu'on offre, le kit comme ultime qu'on offre en ce moment. Mhm. Euh, et aussi ce que le monde va faire souvent, parce que c'est ça qu'on conseille, puis qu'on a compris à travers de nombreuses lectures, etc., c'est dans le testament avoir une ressource clé plus technique. Par exemple, puis il y a beaucoup de personnes qui finissent par nous inscrire, comme appeler Verify s'il arrive de quoi, ils vont être capables de le faire. Mhm. Euh, et une personne clé qui va être un proche, qui va pas avoir peur de poser les bonnes questions à nous, peu importe. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, mais je suis vraiment curieux de comment ce problème-là va être réglé dans le futur.
Ben, c'est sûr que d'un point de vue technologique, c'est ça, on le sait pas encore, mais quand même, encore, tu sais, c'est un très bon service que vous offrez, et surtout en ce moment-ci où tout le monde n'est pas encore habitué et tout le monde n'est pas encore, c'est ça, il y a encore un petit nombre de personnes qui achètent des bitcoins, investissent dans les bitcoins et c'est ça, ce problème de, de, euh, ce problème de succession est un vrai problème et c'est une très bonne idée que vous avez justement d'avoir une personne qui est plus technique, qui va pouvoir expliquer et qui va pouvoir aider les personnes et une autre personne, peut-être plus de la famille, qui va pouvoir poser les bonnes questions. Parce que je sais en tout cas que dans mon cas, ça pourrait s'appliquer et ce que vous offrez en tout cas comme solution est une solution très appropriée euh, pour, euh, pour, euh, pour les personnes qui achètent actuellement, en tout cas, des bitcoins. Hmm. Fait que, et et maintenant qu'on passe, mettons que la personne est pas convaincue, mais qu'elle elle comprend beaucoup mieux ce que c'est Bitcoin, elle comprend beaucoup mieux, bon, pas nécessairement l'opportunité, mais pourquoi les gens devraient acheter maintenant des crypto-monnaies et pas, excuse-moi, des bitcoins et pas attendre que la Banque Royale ou TD ou peu importe quelle autre institution offre la possibilité d'acheter des bitcoins. Tout simplement parce que quand la Banque Royale ou la TD va l'offrir, le prix va déjà avoir augmenté de manière considérable. C'est sûr qu'on est encore, je pense, dans une phase euh, très embryonnaire du Bitcoin, malgré le fait que toi et moi, ça fait plusieurs années qu'on est là-dedans, qu'on baigne dans l'industrie au complet. Mais réalistiquement parlant, le marché il est seulement en train d'éclore encore. Euh, c'est seulement depuis cette année qu'on a commencé à avoir quelques compagnies, quelques banques commencer à plonger leurs orteils tranquillement. Mais on assiste vraiment encore à- à- à comme l'acceptation du Bitcoin en tant que ce nouvel actif monétaire, en tant que réserve de valeur, en tant que or digital. Donc, le temps que la Banque Royale, la TD l'offre à travers leurs services, euh, pas qu'il va être trop tard, parce que le Bitcoin va être utile pour très, très longtemps Mhm, et il va toujours avoir le rôle de réserve de valeur parce que c'est un nombre fixe, etc., etc. Mais pour quelqu'un qui comprend plus tôt, c'est sûr que ça va être plus avantageux que toutes les autres personnes qui vont se méfier parce qu'ils ont entendu justement une mauvaise nouvelle à la télé, parce qu'ils ont peur de perdre des coins. Le monde qui font l'étape supplémentaire de s'y intéresser maintenant vont être récompensés nécessairement. Pourquoi acheter que ce soit chez nous ou que ce soit quelque part d'autre, si vous achetez du Bitcoin, euh, la simple raison pour laquelle il faudrait l'acheter maintenant et non dans le futur par Royal TD, etc., ben, c'est parce que parce que vous avez compris plus tôt. Ouais. Euh, Puis probablement que les banques vont pas l'offrir en tant que tel, ils vont pas le vendre directement pour qu'il atterrisse dans ton portefeuille. Ils vont l'offrir à travers les REER, ils vont l'offrir à travers des fonds de pension. Et la majorité du monde qui vont finir par avoir des bitcoins ne vont même pas le savoir. Ça va être juste dans un des actifs du portfolio que leur conseiller financier va leur avoir construit. Puis ils vont être contents avec ça. Puis ils vont peut-être même pas savoir qu'ils ont du bitcoin. Tu sais. Fait que mhm. l'avoir en premier, euh, ça peut devenir avantageux. Et il faut savoir que plusieurs institutions financières dans le monde, en Asie, BBVA récemment, une grosse banque en Espagne, Citibank, eux, ont été plus sneaky un petit peu parce que dans le fond, ils parlent de l'investissement dans le Bitcoin à leurs clients les plus riches. Donc, c'est pour ça que acheter maintenant sur Verify, et je précise bien Verify parce que je les connais, parce que toi, tu es présent sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a déjà cet élément de confiance qui n'est pas nécessairement par rapport à une institution, mais qui est plus individuel, qui est très importante. En plus de ça, vous faites du suivi
Donc, vous faites du conseil, vous installez vous avez des wallets où la personne est en contrôle de ces portefeuilles-là. Donc, c'est tous ces éléments-là qui devraient, dans le fond, motiver les gens à acheter maintenant. Et c'est ça, il y a une question que j'avais. On parle de smart money actuellement, avec toutes ces grosses institutions. C'est quoi le smart money pour toi, là? Pour moi, le smart money, c'est justement toutes les personnes qui sont un peu à la gouverne des grandes banques, des banques centrales, les politiciens, qui qui sont derrière les coulisses et qui voient ce qui se passe avant que ça soit présenté à la population et qui ont la chance de faire les moves avant les autres personnes. Et c'est un peu ce qui arrive depuis absolument toujours dans l'humanité. Les personnes au pouvoir, sans vouloir faire de conspiration ou quoi que ce soit, c'est simplement la réalité, vont toujours avoir l'avantage sur la population parce que tout simplement à cause de la symétrie d'information qui arrive de manière naturelle et spécifiquement en termes de production monétaire, sachant que quand il y a de la nouvelle argent qui est créé par une banque centrale, les bénéficiaires de cet argent-là, euh, en fait, qui vont en bénéficier en premier, c'est les grandes banques, c'est les grandes entreprises, par exemple, qui vont être rachetées pour pas qu'il y ait des faillites, etc. Donc, avant que ça déferle sur le reste de la population, ben, puis que ça perde de la valeur de l'argent soit perdue à ce moment-là, euh, ben, c'est les dirigeants, les personnes plus haut dans la pyramide vont être en mesure d'en profiter avant que cet argent soit dévalué. Fait que c'est quoi que le smart money est en train de faire pendant que la planète est vraiment en ce moment focusée sur le coronavirus? Ben, toutes les mesures, par exemple, qu'on a prises pour stimuler l'économie, pour s'assurer que ça reste à flot d'une certaine façon ou dans une autre, il y a extrêmement de dommages néfastes, je pense, qui vont seulement se manifester dans les prochains mois, dans les prochaines années, et qui sont absolument impossibles à calculer en ce moment. Les dettes qu'on a contractées vont devoir être repayées pendant des dizaines d'années avec des intérêts, etc. Donc, le smart money il est au courant de ça. Puis, personnellement, ils vont pas nécessairement faire ce qu'ils vont faire de manière personnelle ou dans les coulisses, tu vois. Fait que, qu'est-ce que le smart money fait? Je pense qu'ils investissent dans le Bitcoin, puis je sais pas si ça répond bien à ta question, là. Oui, oui, Peut-être oui, si... oui. Oui, c'est ça. Ils investissent dans le Bitcoin parce que, encore une fois, c'est une valeur refuge et ils ont commencé à le comprendre avec tout le marché qui descend, ben, Mhm. qui remonte un petit peu. Mais quand on compare, dans le fond, la courbe du Bitcoin et la courbe des autres investissements, on voit bien que le Bitcoin a très, très bien répondu à cet élément de valeur de refuge, là. Juste pour te dire aussi, justement, on a un client qui travaille au Parlement du Canada, euh, puis il dit que le Bitcoin, c'est absolument un sujet qui est sur les lèvres des politiciens. Puis il y a beaucoup d'entre eux qui ont ben, des politiciens, des personnes un peu dans le Parlement, tu vois, Mhm. tous les rôles possibles qu'il peut avoir à ce genre d'endroit-là. Donc, c'est quelque chose qui est absolument sur les lèvres, puis que les politiciens ont conscience depuis toujours, puis il y en a beaucoup qui accumulent du Bitcoin depuis très longtemps. C'est des hodlers. Mais justement, le message qui va être professé de manière publique, ben, c'est oh, la méfiance, terrorisme, blanchiment d'argent. Mais ce qui arrive en réalité, c'est complètement différent. D'ailleurs, le beau-frère de Justin Trudeau, par exemple, c'est un advocate de Bitcoin très intense aussi. Ah oui, Euh, oui, fait que tu vois, c'est complètement le jour et la nuit, Trudeau, puis par exemple son beau-frère. Donc, c'est des sujets qui traînent, qui sont sur la table des grandes institutions, des grosses compagnies. C'est pas, ils ne vont pas en parler publiquement, c'est certain, parce qu'ils ne veulent pas précipiter les choses, tu vois. Fait qu'ils veulent, ils veulent exact. en accumuler assez avant que ça parte vers le haut, donc c'est normal. Et c'est ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, le smart money.
Et un des autres éléments, effectivement, qui est très important, il y a eu le halvening au printemps dernier, et on parlait au départ justement de l'élément de l'offre et la demande. Donc, avec le fait que euh, les devises, il y a toujours, euh, une abondance au niveau de la quantité de dollars qui est créée, ce qui fait en sorte que le dollar que vous avez dans les mains perd de la valeur. Au niveau du Bitcoin, c'est le contraire. La rareté fait en sorte il y aura toujours la même quantité et c'est juste la demande qui va augmenter. Mais comme il y aura une petite quantité, ben c'est ça qui va donner beaucoup de valeur au Bitcoin. Et on avait le halvening donc au printemps dernier et on a le concept de supply shock qui arrive. Es-tu en mesure de nous expliquer toutes ces supply shocks avec le halvening et ce qui arrive actuellement avec les grosses compagnies qui achètent plus qu'on peut produire de Bitcoin? Mhm. Oui, absolument. Euh, donc, justement, le concept de supply shock a été comme réintroduit, ben pas réintroduit, mais vraiment un truc important dans la compréhension de pourquoi le Bitcoin est en croissance constante. Puis ce qu'on a observé, c'est qu'après les halvening, donc pour ceux qui ne le savent pas, la façon que les Bitcoins arrivent dans le marché, comment on va éventuellement arriver à l'existence de 21 millions de Bitcoins, c'est le fait que les mineurs, pour chaque bloc qu'ils réussissent à résoudre, sont récompensés par une certaine somme qui est attribuée par le protocole. Et cette somme, quand le Bitcoin a été lancé en 2009, était de 50 Bitcoins à tous les 10 minutes. Et à tous les 4 ans, il y a justement le halvening qui arrive. Donc, cette récompense se réduit de moitié. Et donc, c'est ça qui fait que l'asymptote d'arriver à 21 millions arrive très tranquillement parce qu'à chaque année, justement, la récompense est réduite de moitié. Fait que là, on est rendu dans la quatrième époque, 50 à 25, 25 à 12,5 et maintenant, on est rendu à 6,125. Euh, j'ai-tu bien Mhm, mhm, dit ça? Ouais, c'est ça. Donc, le fait qu'il y ait de moins en moins de Bitcoin disponibles qui sont produits par les mineurs, ça fait. Puis les mineurs doivent constamment liquider une partie de leur Bitcoin pour payer leurs opérations. Fait que c'est sûr qu'il y a un flot constant de Bitcoin qui est mis de nouveaux Bitcoin qui est mis sur le nouveau marché. Mais mhm, ce qui est aussi disponible dans le grand marché de liquidité du Bitcoin, c'est les fonds qui sont disponibles sur les échanges que les échanges détiennent pour leurs usagers, dans le fond, puis qui sert, dans le fond, à la découverte du prix du Bitcoin. Il y a des personnes qui veulent vendre, il y a des personnes qui veulent acheter, il y a du monde qui veut le long, il y a du monde qui veut le leverage. Tout ça, c'est un grand mix qui fait que le Bitcoin vaut ce qui est en ce moment. C'est que il y a certaines personnes qui en veulent pas. Là, le mhm, supply shock du côté des mineurs, certes, ça a une influence parce que là, les nouveaux bitcoins qui viennent garnir ce coffre de liquidité généralisé de tous les échanges, ça m'énuise. Mais en plus de ça, ce qu'on a observé dans les derniers mois, c'est qu'il y a des mouvements énormes qui sortent des bitcoins des échanges. Donc, non seulement il y a moins de bitcoins qui arrivent dans le marché, mais en plus de ça, les bitcoins qui sont disponibles à l'achat et à la vente et à la spéculation du prix, ils s'amenuisent aussi. Pourquoi? Parce que le monde le retire pour le préserver pour le long terme, pas mhm, pour spéculer dessus. Fait que non seulement on assiste à un supply shock du côté des mineurs, mais aussi du côté des hodlers, parce que les hodlers retirent des échanges. Peut-être justement, c'est le fait qu'on n'arrête pas de répéter not your keys, not your coin, pas tes clés, pas tes jetons, mhm, pas be your own bank, soit ta propre banque. Peut-être peut-être ce message résonne, ou du moins résonne parmi les plus gros hodlers qui retirent leurs coins dans des échanges. Ils n'ont pas l'intention de les vendre d'ici là. Fait que c'est tout ce potentiel Bitcoin qui peut être acheté par les nouveaux arrivants. Ça m'unise de plus en plus. Puis c'est comme si
tout le monde court vers une porte. C'est une foule qui court vers une porte, mais il y a juste une porte. Fait qu'il y a juste certaines personnes à la fois qui peuvent passer à travers, tu comprends? C'est Exact. ça qui fait que le prix va exploser à un certain moment, c'est que il va juste pas avoir de Bitcoin à acheter parce que tout le monde va en garder. Tu sais. Et c'est ça. Et ce qu'il va faire, et c'est ça, c'est là que la demande va exploser, mais il n'y aura pas beaucoup plus d'offres parce que, tu l'as dit, les mineurs produisent des bitcoins puis ils sont achetés directement par les grosses institutions. Les monsieur et madame tout le monde ou ceux qui ont beaucoup plus de bitcoins ben, en achètent toujours plus. Donc, à un moment donné, l'offre, il n'y en aura plus ou il y en aura de moins en moins pour arriver à 21 millions qui est la somme fixe de Bitcoin, même s'il y en a qui sont perdus, etc. Mais ce n'est Mhm, pas l'offre qui va augmenter, c'est la demande qui va augmenter et qui va surpasser, ben, qui surpasse déjà l'offre de beaucoup. mhm. Exact. Alors, là, pourquoi le Bitcoin? Ah oui, c'est ça. Là, je m'excuse, j'ai fait une pause. J'étais trop dans la conversation. Puis, Ouais, ouais. pourquoi le prix du Bitcoin n'explose pas? Donc, je te demande pourquoi le prix du Bitcoin n'explose pas maintenant et qu'on ne ressent pas encore tous les effets finalement du supply shock. OK? Et que je te Mhm. pose la question. Ben, tu Attends, as attends, écrit ces attends, questions-là il y a une semaine. Ah, excuse-moi. OK, vas-y. Ouais. ben oui, c'est vrai que j'ai écrit les questions il y a une semaine, mais en même temps, Ouais. ça pourrait, avec tout ce qu'on a entendu, en tout cas comme nouvelles, ça aurait pu Mhm, augmenter beaucoup plus, là. mhm, mhm, Ben, je te pose la question. Euh, et c'est ça. Et réponds ce que tu veux répondre, il n'y a aucun problème. Euh, mhm, et donc, avec tout cet effet de supply shock, euh, pourquoi le prix du Bitcoin n'explose pas, sachant que justement, il y a plusieurs institutions qui commencent à acheter des Bitcoins et ils n'achètent pas à 2-3 dollars ou à 100 pièces, ils achètent à coût de milliers de dollars. Donc, pourquoi le Bitcoin n'explose pas? Pourquoi on ne ressent pas justement ce retrait du Bitcoin sur le marché? mhm. Euh, ben là, tu vois, je suis plus ou moins d'accord avec la base de la question, la base de la question, parce que on peut quand même se rappeler qu'au début de l'année, quand il y a eu le crash, le mini crash financier qui a duré très peu longtemps, le Bitcoin a aussi chuté avec tous les autres actifs qui a prouvé, dans le fond, qu'il est relativement liquide, parce que quand il arrive ce genre de, de problèmes où tout crash en même temps, les investisseurs vont vendre tous les actifs les plus liquides qu'ils vont avoir pour subvenir à leurs obligations. Puis le Bitcoin, justement, il y a quelques mois, il valait seulement 4000 dollars US. Fait que là, si on prend le prix de 4000 dollars US par rapport à aujourd'hui, c'est une augmentation de prix de plus de 300%. Euh, c'est relativement une bonne augmentation qui pourrait se qualifier d'explosion, mais je t'avoue que nous, on est habitués à des sensations plus fortes à cause de 2017, à cause de 2018. Donc, pour nous, on dirait qu'on n'est plus satisfait avec un 300%, tu vois. Fait qu'on veut on veut le 10 000, on veut le 1000%, on veut le 20 000 augmentation de x10, x20. Fait que je suis d'accord avec toi, le prix n'a pas encore explosé. Et c'est un peu l'analogie tantôt que je faisais euh, avec le fait qu'il y a une foule qui se dirige vers une porte, mais il y a juste quelques personnes qui vont pouvoir passer. On se rapproche de ce point-là, mais on n'est pas encore arrivé à ce point-ci. Mhm. Il y a eu quelques acteurs très importants, comme par exemple MicroStrategy, qui est une compagnie listée au Nasdaq, qui ont investi, qui ont transformé dans le fond tous leurs fonds de trésorerie en Bitcoin. Puis ça a vraiment fait une grosse histoire dans le monde des compagnies, etc. Mais ultimement, c'est juste une compagnie. Euh, Puis 450 millions, c'est beaucoup, mais le Bitcoin est relativement liquide pour permettre ce genre d'acteurs rentrer tranquillement. Puis ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'eux, ils ont dû échelonner leur rachat pour Mhm. acquérir autant de Bitcoin à travers plusieurs mois.
Mhm. Et tu vois, moi, je ne suis pas dans le trading, fait que je suis pas un spécialiste de volume, de comportement du graphique ou peu importe. Mais lui, justement, ce qu'il observait, c'est qu'avant que ça soit annoncé, dès qu'il y avait un mini dip pendant ces mois-ci, bam, ça se faisait acheter direct. Tu Ouais, c'est vois? ça. Fait puis ça, c'était juste une compagnie. Fait que, qu'est-ce qui va arriver quand justement cette nouvelle-là est sortie? MicroStrategy, une compagnie qui est évaluée à 1, quelques milliards à la bourse, qui est respectable, qui fait des bons produits. Ben moi, je pense que ce qui est en train d'arriver, c'est qu'absolument toutes les grosses compagnies américaines, etc., sont en train de se dire, ben, se sont réunis puis ils se sont dit, bon, OK, MicroStrategy a fait ce move-là, est-ce qu'on le fait aussi? Tu Mhm. sais? Puis, puis quand cette question-là vient au sein d'une compagnie, ça se fait pas du jour au lendemain. Ils font pas du faux mot parce que non seulement tu dois réconcilier tous les actionnaires qui soient d'accord, tu dois vraiment faire un due diligence plus avancé. Fait que, Mhm. tu sais, il y en a qui sont encore en train d'embarquer, puis on le voit un peu à compte-gouttes. Il y a un autre fonds d'investissement, je pense, Ouais, hier ou avant-hier, j'ai oublié le nom, qui a investi 100 millions. Tu sais, Mutual ça Fund. arrive à compte-gouttes, mais la marée n'est pas encore arrivée. Donc, oui, il y a des grosses institutions qui achètent, mais c'est pas tout le monde qui achète encore. Tu sais. Fait que moi, je pense que ça va arriver à un moment donné où ils le font justement de manière plus lente. Mais tu vois, le fait que ça break le all-time high aujourd'hui, peut-être on est au début de l'explosion. Tu vois. Fait que je sais pas. Tu sais. C'est comme la barrière psychologique du all-time high est dépassée. Qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas. Ouais. Ouais. Mais oui, mais c'est très bon ce que tu apportes, effectivement, parce que ce que ça veut dire, c'est que même au niveau du smart money, c'est pas encore toutes les institutions financières, les grosses institutions qui ont fait encore qui sont dans les premiers. Fait que ceux qui ont été publics dernièrement, ben, ce sont des précurseurs, encore une fois. Et il y en a d'autres qui arrivent là. C'est, c'est, c'est ce qui ramène toujours le point, c'est ce qui me fait toujours penser que lorsque je parle des gens de Desjardins ou de RBC ou d'autres institutions comme Groupe Investor et tout ça, euh, je les encourage à introduire justement ces portfolios ou d'intégrer le Bitcoin dans leur portfolio. Et justement, tu l'as dit, Mutual, la dernière, c'est une compagnie d'assurance Mhm. qui est dans l'assurance vie, qui a intégré justement un petit pourcentage de Bitcoin dans leur fonds. Et donc, je pense que pour les personnes qui ont en tout cas pas un portefeuille, mais un portfolio chez eux, ben, ils vont être très contents lorsque Bitcoin arrivera justement à des montants stratosphériques. Là. Ouais, Donc, ben, je suis juste informé, là, on frôle le 22 000, euh, le 22 000 US. Fait que, mhm. juste durant notre podcast, ça a augmenté de manière relativement beaucoup. Tu sais. Ouais, je te le dis, tu as Ouais. choisi la bonne journée là. Ouais. Et, alors, pour terminer un petit peu, c'est sûr qu'on est au Canada, on voit tout ce qui se fait à l'étranger, puis c'est un peu difficile pour moi, je devrais l'avouer, là, parce que quand je parle à des collègues en France, des collègues aux États-Unis, tout ça, je vois comment ça bouge, comment c'est dynamique. Ici, je trouve ça un peu plus lent. Je voudrais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu penses que ça va prendre pour les institutions financières canadiennes et québécoises, peut-être plus particulièrement, pour justement offrir l'achat, la vente de Bitcoin ou placer justement des pourcentages dans les différents fonds d'investissement? Qu'est-ce que ça va leur prendre pour faire ce premier move-là? Mhm. Euh, ben, tu vois, à la base, l'industrie bancaire du Canada, par exemple, comparativement aux États-Unis, elle est aucunement comparable. Donc, il y a vraiment une monopolisation extrême ici au Canada du point de vue des banques. Mhm. C'est vraiment un cartel, il ne faut pas se le cacher. C'est moins d'une dizaine de banques qui ont le droit de faire ça. Puis pour devenir une banque au Canada, c'est pratiquement impossible. Alors qu'aux États-Unis, il y a bien plus Mhm. euh, de liberté à ce niveau-ci. Chaque État va avoir un peu ses propres lois bancaires. Tu sais, il y a certains États aux États-Unis qui vont avoir des régulations très, euh,
très avant-gardistes pour le Bitcoin, qui vont essayer d'attirer plus de compagnies, puis stimuler l'innovation, puis etc., etc., puis vraiment s'adapter aux besoins des compagnies Bitcoin parce qu'ils sont complètement différents d'une compagnie standard. On se l'entend parce que c'est vraiment une question d'une gestion de nouveaux actifs. Mais pendant ce temps-là, le Canada, malheureusement, c'est quoi que ça va prendre pour passer à travers cette barrière-là, puis à cette cartélisation de l'espace financier? Pour moi, ce qui sauverait vraiment la donne, c'est vraiment une réforme du système bancaire au grand complet, parce que c'est pas seulement les compagnies de Bitcoin ou de crypto qui sont affectées, mais c'est toutes les compagnies de FinTech qui veulent faire de la finance d'une manière différente. Par exemple, je te donne un exemple. Il y a plein de services aux États-Unis que tu peux connecter à ta banque à travers d'un API, donc une interface programmable pour quelconque service que tu voudrais lancer financier. Mhm. Au Canada, on est encore rendu à scrape manuellement, dans le sens, tu sais, comme lire chacune des pages pour cliquer comme. Il y a pas de façon de créer une application au Canada en utilisant un compte bancaire. Donc, c'est tellement arriéré et tellement triste de voir ça. C'est pas juste le Bitcoin qui est affecté, c'est toutes les startups qui voudraient faire de quoi d'intéressant, mais qui peuvent tout simplement pas parce que les banques posent ces barrières-là. Mhm. Est-ce que c'est sauvable rendu à ce point-ci? Je t'avoue que c'est difficile pour moi de voir un avenir prometteur à ce niveau-ci, ce qui est dommage parce que il y a quand même des espaces de start-up florissants puis dynamiques au Canada, du moins avait, ou je ne sais pas si ça va être le cas pour le futur. Tu sais, Montréal, Toronto, Mhm. Vancouver, il y a plein de start-up. C'est quelque chose qui fait partie de la culture un peu, puis peu importe. Fait que, tu sais, honnêtement, je suis pas trop bullish sur les banques canadiennes, puis qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis en plus de ça, en théorie, ils n'ont même pas le droit de discriminer les compagnies Bitcoin, mais ils le font quand même. Donc, Ouais. c'est quoi que ça va prendre pour les empêcher de faire ça? Je sais pas. Je sais pas. Mhm. Ben, c'est sûr que c'est ça. Au niveau de la discrimination, c'est pas nécessairement propre au Canada. Ça a été même comme ça un peu partout dans le monde, mais c'est sûr que ça change et on voit que ça change pas partout ailleurs, mais à beaucoup d'endroits ailleurs, ça change. Et c'est ça. C'est vrai que je sens que Canada, Québec, c'est un petit peu plus lent. On va pas perdre espoir parce que c'est ici qu'on vit, puis on va espérer, c'est ça, on est là, donc on va espérer d'être des vecteurs de changement, des influenceurs qui vont leur permettre Mhm. d'améliorer et d'innover. Donc, Ben, tu vois, ça prendrait un lobby qui va pousser cette idée-là, mais mhm, tu sais, je t'avoue que je suis un peu positionné négatif par rapport à ça. Fait que je veux pas rendre les personnes tristes qui écoutent le podcast, mais effectivement, il faut pas lâcher, puis il faut continuer à persévérer, ça c'est certain, en espérant que ça change dans le futur. On mhm, va voir. Mais, tu sais, le Bitcoin est complètement légal au Canada. mhm. Il ne devrait pas avoir de problème à justement vouloir intégrer ces services, mais il y a une réticence qui reste encore, puis faut la percer ou il faut trouver des solutions. Super, super. Ben, pour terminer, on termine de façon plus légère. Puis la dernière fois, je n'avais pas eu l'occasion de te poser la question. C'est quoi le livre le plus important que tu as lu dans ta vie? Euh, ouais, ça, c'est une bonne question. C'est Je, un peu je- un Bonne livre. question. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, parce que c'est sûr que moi, je suis quand même un idéologue poussé de la liberté, euh, de l'individualisme, dans le sens un individu en soi est une entité euh, qui peut se réaliser par elle-même, qui n'a pas besoin nécessairement d'une société ou d'un gouvernement ou d'une banque centrale ou peu importe quel agent centralisateur qui prend des décisions sur n'importe quel aspect de sa vie. Fait que, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Atlas Shrugged de Ayn Rand, qui est dans le fond, je ne sais pas si tu as entendu parler, dans le fond, ça décrit vraiment une société dans les années 1950 Mhm,
des États-Unis, dystopique, où les États-Unis ont un peu perdu En fait, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est sûr qu'il n'y a pas trop de contexte historique. On est plus lancé dans le livre directement. Mhm. C'est qu'à à la place de proliférer, tu sais, il y a eu les années 50, il y a eu un boom, il y a les baby boomers, l'économie grandissait de manière incroyable. Mais à la place, dans ce livre-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a une espèce de dystopie plus socialiste, plus axée sur un modèle soviétique où il y a des grosses agences gouvernementales qui restreignent les entrepreneurs, qui restreignent la liberté de vouloir faire des entreprises puis d'innover, qui vont rajouter des taxes, qui vont rajouter des régulations. Mhm. Puis puis la personnage, c'est une femme dans le livre principale, c'est une directrice d'une compagnie de chemin de fer. Et elle, tout ce qu'elle veut, c'est vraiment faire prospérer son entreprise, développer le pays, etc. Mais tout ce qui arrive durant le livre, c'est qu'elle se fait mettre de plus en plus de bâtons dans les roues, etc. Et ce qu'on voit, c'est que en même temps que la société plus collective, où genre tout est géré de manière centralisée, est en train de sombrer vers le néant, puis la déchéance, peu importe, ben, il y a la notion d'une nouvelle société qui est formée par une espèce de dissident idéologue qui s'appelle John Galt. Puis lui, il décide de créer une société, une espèce de citadelle, une espèce de société libre où n'importe qui y va, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de. Fait que c'est plus comme anarchiste, libertarien. Mhm. Fait que là, il y a une espèce de transition où la protagoniste, elle va tranquillement juste accepter le fait que la société elle s'en va dans la mauvaise direction parce que tout est vraiment pris sous le contrôle central, puis il n'y a juste plus rien à faire et qu'il va falloir reconstruire un peu le monde sous d'autres termes où la liberté puis l'indépendance est mise de l'avant. Puis pourquoi je dis que c'est un des livres les plus importants que j'ai lu de ma vie, c'est parce que je vois certaines analogies à faire avec ce qui arrive en ce moment à travers la planète. Mhm. Il y a effectivement beaucoup de centralisation, beaucoup de gestion euh, qui restreint aussi les libertés. Fait que je vois beaucoup d'analogies à faire, puis je trouve ça intéressant de, de penser qu'il y a un espoir avec le Bitcoin, avec une espèce de reconstruction de la société basée plus sur la liberté, etc. Donc, Ben, tu anticipes un petit peu ma dernière question, mais à ce moment-là, pour toi, euh, explicitement, c'est quoi le plus gros problème dans le monde selon toi? selon moi, c'est les banques centrales. Euh, la base de toutes les sociétés, c'est vraiment l'argent. Et le monde a parfois la mauvaise impression que l'argent, c'est une fabrication euh, néfaste qui a été créée pour asservir des humains, mais l'argent, c'est quelque chose, une technologie qui est apparue dans absolument toutes les civilisations humaines qui sont arrivées et qui a servi justement à développer des relations entre les humains qui sont non violentes et qui se reposaient sur le fait, bon, toi, tu fais des choses de valeur, moi, je fais des choses de valeur, ben, on se les échange, on grandit ensemble. Mhm. Euh, donc, la notion même de l'argent, c'est quelque chose que c'est un moyen de communication primaire des êtres Mhm. humains Mhm. qui est très utile puis qui est très bénéfique pour la société. Le problème, c'est que quand quelqu'un prend le contrôle de ce bien-là, il le manipule selon ses propres visions et son propre agenda Mhm. sans prendre en compte comment ça pourrait influencer tout le reste. Et on l'a vu à travers, tu vois, j'ai écouté un reportage récemment, ça s'appelle The Prince of Yens, Ouais, ouais, qui ouais. parlait un peu de tout ce qui est arrivé au Japon avec la Banque centrale. Maintenant, tu vois, le Japon sont rendus avec des intérêts négatifs, des trucs qui font pas de sens. Puis ça expliquait que justement, il y a eu une espèce de, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un boom incroyable durant les années 70
80 au Japon, qui était complètement artificielle, poussée par l'impression. Ben, en fait, c'est que le ministère, le ministère de la Justice forçait. Non, c'est la Banque centrale du Japon forçait les banques commerciales à prêter de l'argent aux personnes. Et OK. il y avait des quotas de tu dois prêter tant d'argent. Il n'y avait pas de question, même si ça ne faisait pas de sens économique, que ça crée une bulle, peu importe. Euh, c'était une directive qui était indiscutable, puis tu devais faire ce qu'il devait faire. Puis c'est ça qui a mené à la bulle extrême qui a fait en sorte que le marché immobilier au Japon dans les années, justement à la fin de la bulle, a chuté de 85%. Les actions ont chuté de 60-90%. Puis depuis ce temps-là, on n'est même pas remonté au top de la bulle. Et ça prouve à quel point, justement, les banques centrales ont de contrôle immense sur la population. Puis c'est vraiment comme, pour eux, c'est facile. C'est comme tu diriges des âmes vivantes à faire des trucs en leur prêtant de l'argent, alors que tu sais que ultimement, c'est néfaste pour eux. Puis, fait que, tu sais, pour moi, c'est vraiment ça le plus gros problème. C'est la nature même de l'argent qu'on a en ce moment, le fiat. Tu sais. Mhm. Mhm. Euh, si on veut passer à quelque chose de mieux, on doit trouver des alternatives, sur moi. Oui, ben, la question et la dernière question, est-ce que Bitcoin peut répondre ou solutionner ce problème? Évidemment, la réponse est oui, j'imagine. Oui, je pense que oui. Je pense pas que le Bitcoin, c'est la solution à tout. Euh, mais effectivement, Bitcoin, c'est vraiment une révolution dans le sens que on n'a pas assisté à la création d'un actif monétaire depuis des centaines, pas des millénaires, si pas des millénaires. La dernière fois, ce qui est arrivé, ce qui arrive avec le Bitcoin, c'est quand on a découvert l'or. Mhm. Fait que ça va être très intéressant de voir c'est quoi qui va arriver quand les personnes vont avoir accès à un actif qui est sûr, qui est véridique, qui ne change pas euh, dans un océan d'incertitude. On s'entend qu'en ce moment, on nage toute la planète entière, que ce soit pour des raisons politiques, monétaires, sanitaires, peu importe. On nage dans l'incertitude, alors que le Bitcoin, c'est pas mal la seule chose qui te garantit que ça va rester pareil. Fait que je Mhm. pense que le monde va naturellement converger, tout simplement parce que le monde aime ça, la stabilité, puis that's it. Ben, super. Et merci beaucoup, Maciek, pour ce podcast. C'est vraiment intéressant, comme à chaque fois. C'est évidemment quelque chose qu'on va refaire. Et peut-être plus régulièrement, on va devoir creuser là-dessus. Mais j'aime beaucoup le fait de pouvoir échanger avec toi sur Bitcoin, sur tous les aspects économiques, technologiques, l'impact dans la société. Et vous faites du très bon travail chez Verify. Donc, dis-nous un petit peu si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut en savoir plus sur Verify. Donc, pour en savoir plus sur Verify, il suffit d'aller sur verify.io, donc verify.io. Donc, c'est sûr que le service de vente et d'achat, en fait, de vente et d'achat est juste disponible pour les Canadiens selon la licence qu'on a obtenue, qu'on a obtenue. Mais pour ceux, par exemple, s'il y a des auditeurs français, on a beaucoup de contenu en français sur diverses technologies du Bitcoin, sur des méthodes de sécurité. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent retirer de la valeur en allant sur le site, même s'ils ne sont pas canadiens à ce niveau-ci. Donc, ça, c'est un moyen de nous suivre. Sinon, plus personnellement, j'ai un compte Twitter sur lequel j'interagis relativement beaucoup, où je me prononce plusieurs aspects. Peut-être je pourrais t'envoyer le handle, tu le mettras en lien. Oui, oui, oui. C'est pas mal. Puis mes DM sont ouverts, donc si quelqu'un veut jaser ou discuter des points ou peu importe, je suis assez rejoignable. Et tu es très présent sur Facebook dans les groupes que tu représentes. C'est quoi les groupes sur Facebook?
Je suis dans. Ben, il y a beaucoup de groupes, je suis actif, surtout au Québec, moins sur le marché français parce que je peux pas trop. Euh, il n'y a pas trop de services que je peux offrir à ce niveau-ci. Sinon, les groupes sur Facebook sur lesquels je suis actif, il y a Bitcoin Montréal officiel, que je suis co-gérant du groupe. Donc, Mhm. des fois, j'interagis dessus, mais sinon, il y a un groupe que j'aime bien puis que je trouve qu'il y a beaucoup d'interaction dessus. Puis des fois, il y a des discussions très vives avec certaines personnes. C'est tout simplement Crypto Monnaie Bitcoin Québec. Alors, merci beaucoup, Maciek, pour ta disponibilité. N'oubliez pas d'aller voir verify.io pour tout achat de Bitcoin, toute consultation. Et si vous êtes intéressé à sécuriser vos Bitcoins, faites affaire avec eux. De mon côté, je vous retrouve très bientôt pour un prochain Bitcoin sur le podcast Cardano français. À très bientôt. Peace.